Zinedine Zidane, Alain Bernard, Richard Virenque, Luc Alphand, autant de légendes du sport révélées en PACA. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est l'une des plus titrées de France. Et pourtant, les Alpes-Maritimes comptent 2 fois moins de licenciés sportifs que la Loire-Atlantique. Comment concilier pratique amateur et pratique de haut niveau? Le sport n'est-il que compétition? Sur la Côte d'Azur, entraîneurs, joueurs et pouvoirs publics donnent de nouvelles couleurs au sport. Je vous emmène. Cap au sud ce mois-ci, itinéraire bis s'enfile le maillot jaune et vous emmène en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Au sommaire de cette émission entièrement consacrée au sport, un grand plongeon dans les coulisses du club de natation d'Antibes avec Alain Bernard. De l'escrime au cœur de la prison de Tarascon, de jeunes détenus épée à la main découvrent un nouveau sport pour rompre l'isolement. Et enfin, découverte d'un nouveau grand stade à Nice, un chantier hors norme. On leur doit quelques-unes des plus belles victoires de la natation française. 2 titres olympiques, une centaine de titres de champion de France. Depuis près de 50 ans, le Cercle des nageurs d'Antibes forme l'élite des nageurs français. Je vous emmène à la découverte d'une fabrique de champions. C'est dans ces bassins qu'il s'est entraîné, c'est avec le club d'Antibes qu'il a glané ses plus beaux titres. Aujourd'hui à la retraite, Alain Bernard n'est jamais loin quand il s'agit de transmettre sa passion. Rencontre avec un champion. On met bien les pieds en pointe et on vient toucher les 2 pieds en même temps, d'accord? Ok. Allez, on refait exactement le même, après on va changer. Alain Bernard, bonjour. Bien, bonjour. Vous avez écrit quelques-unes des plus belles pages de ce club. 4 médailles olympiques en 2 ans, titres européens, titres mondiaux. Quel est le secret de ce club? Le secret de ce club, je pense que vous avez pu faire un petit aperçu, vous avez pu le voir tout à l'heure. On parle d'un grand club quand il s'agit d'un grand club formateur. Il faut savoir qu'ici, les jeunes à mettre leurs pieds pour la première fois dans l'eau, c'est dès les bébés nageurs, quand ils ont que quelques semaines, que quelques mois. Et petit à petit, ils ont l'opportunité de passer en école de natation et de passer dans divers groupes de compétition pour arriver, dans le meilleur des cas, au niveau d'excellence, ceux qui nagent juste derrière nous, le pôle France en fait d'Antibes. Alors justement, vous avez connu 2 clubs. Vous êtes arrivé au Cercle des nageurs d'Antibes en 2006 pour suivre votre entraîneur Denis Auguin. C'est quoi le plus important, le lieu ou l'homme qui vous accompagne? Je pense que c'est l'homme quand même qui nous accompagne parce que où qu'on soit, malgré les difficultés qu'on traverse et les problèmes techniques peut-être que l'on peut avoir, on sait qu'on peut toujours s'appuyer sur la même personne et ça c'est extrêmement réconfortant, j'ai envie de dire, dans une quête de haut niveau. Maintenant, on ne peut pas non plus négliger la structure en elle-même. On a des conditions quand même optimales pour travailler. Même si là il fait un petit peu froid, il y a un petit peu de vent, il y a 2-3 mois dans l'année où c'est un peu rude parce qu'on s'entraîne en extérieur toute l'année. Il faut savoir que voilà, on a un bassin de 50 mètres à notre disposition et pour ça c'est un atout essentiel. Et c'est ce qui m'a permis de m'épanouir pleinement. Allez, en place, stop. Et Christophe, tu tends bien les jambes, d'accord? Ouais. Allez, en place, stop. Vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes. On vous a vu avec eux dans les bassins. Qu'est-ce que vous leur dites? Ça dépend de l'âge qu'ils ont, je leur dis un peu tout, mais le message qui est à peu près le même pour tout le monde, ça doit être le plaisir. Le plaisir de venir à l'entraînement tous les jours avec ses copains, ses copines. Après, au plus ils avancent dans l'âge, au plus je vais intervenir sur des aspects techniques. Alain Bernard, merci beaucoup, bonne retraite sportive. Nous, on va aller à la rencontre d'un autre champion de ce club qui entraîne maintenant le Pôle France. Allez.
Allez hop, il y a 8 fois 50 départ à la minute. Il y en a un dans votre spécialité. Allez hop. Allez hop. Camille 14, 35, 12, 95, Coco 12, 85. Alors écoutez la série de ce soir. Il y a 300 mètres. 3 fois 50. Un 50 souple et un 100 mètres en zone 2 crawl dos. Ça, on va le faire 5 fois. Franck Esposito, bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus, champion olympique, champion du monde, votre spécialité le papillon, mais aujourd'hui, vous êtes devenu entraîneur. Ces nageurs du Pôle France que vous entraînez, qui sont-ils? Alors, c'est des nageurs qui ont entre 25 et 16 ans, qui sont susceptibles de rentrer dans les différentes équipes de France. Et bien sûr, on prépare aussi les Jeux Olympiques. Alors, ce sont des nageurs qui sont destinés à monter sur les podiums, les plus hauts podiums. Comment on est sûr? Oh, on n'est sûr de rien. Vous savez, une année est assez longue. Elle fait 11 mois chez nous au lieu de 12. Mais sur les 11 mois, c'est matin et soir où il faut vraiment s'entraîner très très fort. Vous savez, on a des gens qui commencent le sport à partir de 7 h le matin. Après, ils vont au cours. Donc, les journées sont longues. Ces nageurs que vous entraînez chaque jour au Pôle France, ils viennent d'où? Ils ont tous été formés ici? Ils sont de la région? Alors, ils viennent un peu de partout, à la fois des dom-toms, de la France entière. Mais ici, exceptionnellement, on a 3-4 nageurs qui appartiennent au Pôle France et qui sont nés ici, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont fait toutes les filières du club. Ils ont appris à nager ici, souvent bébés nageurs. Il y en a encore, vous ne les perdez pas en route? Non. Pour les perdre ici à Antibes, c'est difficile. Rares sont ceux qui partent d'Antibes quand même. Alors, contrairement à d'autres clubs, on est ici sur une structure municipale. Oui. Ah oui, la piscine ne nous appartient pas. Nous, le matin, on a de bonnes conditions pour pouvoir travailler. Généralement, à 10 h, on finit les entraînements. Le public arrive après. Donc, c'est une bonne cohabitation. Franck Esposito, merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on poursuit notre route. On va à quelques heures d'ici, à Tarascon, pour une expérience inédite en prison. Des détenus qui pratiquent un sport de combat, l'image n'est pas banale et pourtant depuis un an, c'est l'expérience que vivent des jeunes condamnés à de courtes peines et isolés, un moyen pour eux de ne pas sombrer. Allez, on y va? On fait comme d'habitude. Donc, petit échauffement au départ. On va faire les fondamentaux, donc la marche, la retraite, la fente. On fait des matchs. Et ensuite, on continuera à travailler l'arbitrage pour qu'on puisse faire le tournoi d'ici 2 séances. Séverine, bonjour. Bonjour. Alors, un sport de combat pratiqué avec des armes en plein cœur de la prison, ça peut paraître surprenant. Oui, tout à fait, mais en même temps, le fait de se maîtriser, que ce soit avec des armes au départ en plastique, leur permet de se valoriser et d'évoluer au sein de la discipline et au sein du centre de détention. Pourquoi l'escrime? Qu'est-ce que ça apporte? La maîtrise de soi, comme je viens de vous dire, la courtoisie, la loyauté, le respect de son adversaire, du maître d'armes en premier lieu, de l'arbitre, du matériel. C'est beaucoup une histoire de respect et de discipline, l'escrime. Allez, juste un fleuret chacun, on travaille sur cet exercice. Donc je tiens le fleuret, tu te mets en garde. Au moment où je dis top, toi tu dois faire la fente et empêcher que le fleuret ne tombe. Ok? Stop. Voilà, ah ben voilà. Quand les cours commencent, quel regard ils portent sur l'escrime, ces détenus? Au départ, ils ne connaissent pas du tout l'activité, ils ne savent pas ce que c'est l'escrime, ils pensent que c'est pas vraiment un sport, qu'on ne transpire pas, c'est pas, voilà, que c'est plus un petit peu comme la danse. S'ils s'investissent même, ne serait-ce qu'un tout petit peu, forcément ils vont prendre du plaisir et ils vont progresser très rapidement. En sachant que généralement, au bout de 7 semaines, ils ont le niveau d'un adulte débutant qui fait de l'escrime depuis 1 an et demi en club. Mais en règle générale, ils arrivent à faire des matchs sans parler. Parce qu'au départ, ils contredisent toujours l'arbitre, ils essayent de négocier. Donc au bout de 7 semaines, ils ne parlent plus durant les matchs, ils respectent l'arbitre et ils sont tout à fait capables d'arbitrer et de gérer un petit tournoi interne. Est-ce que c'est pas un peu difficile pour une femme d'être confrontée à des détenus, même si vous êtes maître d'armes?
Après, c'est un avantage d'être une femme. Il n'y a pas de conflit direct, c'est plus un rapport au départ de séduction. Et à moi, petit à petit, de mettre des bases et de mettre des limites entre les détenus et moi. Mais c'est plus simple après à l'escrime parce que je mets, comme on en parlait, je mets ma veste et je mets mon masque et de suite on fait un match et voilà. Ils voient bien que je peux leur apporter autre chose que juste une présence féminine au sein de la prison. Séverine, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Allez. Dès qu'il y a une touche, tu t'arrêtes, tu recules. Serrez-vous la main. Tu connaissais l'escrime avant? C'est un sport que je connaissais pas. Ouais. Mais bon, après arriver ici et tout, ça va, c'est intéressant. C'est un sport qui... En plus, bon, on a une prof bien. C'est pas un sport facile quand même. Il faut de l'entraînement. Il faut des années, je pense, pour pouvoir bien le pratiquer. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça change un peu des autres activités que vous pouvez faire ici? Toujours faire de l'escrime, que rester en détention, à rien faire. Ça change un peu les idées, ça change du bâtiment où on est. On est là-bas 24 heures sur 24, toute l'année, alors de toucher autre chose, sur le coup, on ne pense pas, on oublie qu'on est en prison pendant quelques minutes. La prison, elle passe mieux. Le temps, il passe plus vite et bien. Est-ce que ça redonne envie de faire plus de choses après aussi? Ouais, voilà, ouais, si, c'est vrai. Pour remplir le temps. Ouais. Ouais, voilà. Pour les grâces. Pour les grâces. Après la prison, courir, sauter en toute liberté. L'art du déplacement urbain est un sport un peu à part. Pas de fédération, pas de compétition, pas d'arbitre non plus. Une seule règle, dépasser ses propres limites. Ils ont été popularisés par le film Yamakasi, écrit par Luc Besson. Depuis, cet art de déplacement urbain n'en finit plus de faire de nouveaux adeptes. Et pourtant, impossible de savoir combien ils sont, car cette pratique libre échappe à tout cadre national. Johan, bonjour. Bonjour. Alors, parcours, free running, de quoi s'agit-il? Alors en fait c'est une pratique, c'est très simple, c'est courir, sauter, faire des acrobaties et se servir de l'espace urbain pour pratiquer en fait. Et vous faites partie de ceux qui ont eu la chance d'être formés par les meilleurs? Oui voilà, j'ai été entraîné donc par les Yamakasi, il y a eu Yann Notra, Laurent Piemontesi, Guilain, Cho et William en fait. Franchement ça a changé toute ma vie parce qu'avant j'étais dans le milieu de la compta, ça n'a rien à voir et en fait quand j'ai connu donc les Yamakasi, j'ai commencé un sport, au départ c'était un sport, c'était une passion et après c'est devenu mon métier. Pourquoi avoir choisi finalement ce sport plus qu'un autre? Parce qu'il n'y a pas de compète, c'est vrai que la plupart des sports il y a de la compétition et l'art du déplacement, parcours, c'est vraiment, on est libre, on n'a pas besoin d'être plus fort que l'autre, il faut juste se surpasser. Alors Johan, avant de sauter d'un mur à l'autre, aujourd'hui vous vous entraînez en salle, vous le faites plusieurs fois par semaine avec des jeunes. Je vous propose qu'on y aille ensemble. Avec plaisir. C'est parti. On respire bien, levez la tête. C'est parti pour toi? C'est bon? T'as du son? Johan, pas d'équipement, pas de fédération, mais pourtant on le voit, le parcours devient de plus en plus un véritable sport. Ouais, c'est un sport qui est quand même dangereux parce que lorsqu'on pratique dehors, il y a le vide, c'est du béton, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais grâce à l'encadrement,
on peut leur expliquer qu'il faut savoir se réceptionner, il faut savoir se positionner correctement pour les mouvements, pour éviter les blessures et tout. Voilà. Ça dans la rue, c'est mort. Tu peux pas le faire, d'accord? Tu fais ce que tu veux, ton atterrissage. Voilà, c'est bien. Vous aimeriez, vous, demain, que ce sport appartienne à une fédération, à un club, ou vous le souhaitez pas? Ouais, c'est mon but, en fait, c'est prouver aux Français, parce que c'est vrai que dans les autres pays, les pays étrangers, en fait, en Angleterre, au Danemark, c'est considéré comme un sport à part entière, comme le foot et tout. Et c'est vrai qu'en France, ça prend un peu plus de temps. Donc, c'est pour ça que je donne des cours. Surmonter les obstacles, se libérer des entraves, on est finalement très loin de la compétition, si ce n'est contre soi-même. C'est se surpasser, en fait. Vraiment affronter la peur. La peur quand on est dans le vide, quand on se retrouve tout seul, parce que on peut être avec des amis et tout ça, mais quand on est en haut, quand on est sûr de faire un saut, et que là on risque sa vie, et qu'on réussit ce saut-là, ça fait monter une adrénaline, mais en même temps une fierté. Ça nous permet aussi d'affronter la vie en général, aller travailler. C'est dur aussi, pouvoir se dire oui, je me lève à 7 h du matin, je vais travailler. C'est dur aussi. Et quand on affronte cette peur de se dire je fais un saut, j'ai risqué ma vie, c'est vrai que c'est un peu risqué, mais j'ai risqué ma vie quand même. Et je me dis, demain matin, je peux aller travailler, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien. Voilà. À chacun sa victoire, compétition, réinsertion, sensation. On l'a vu dans cette émission, le sport offre à chacun des perspectives différentes. Depuis quelques années, le ministère de la Jeunesse et des Sports a choisi de mettre l'accent sur le sport et la santé. À Nice, un groupe de bénévoles propose aux personnes atteintes de cancer une gymnastique adaptée, une aide à la guérison. Encore 4. On essaye tout doucement, un tout petit peu plus haut. On le place un peu plus haut. Hop. Les bras un petit peu plus haut, tout doucement. Hop. Si les genoux sont d'accord, on descend un petit peu plus. Voilà, le rythme est tranquille, on va répéter plusieurs fois. Yvonne, tu essaies de tirer les bras un petit peu plus vers le haut avec le ballon pendant qu'on fait celui-là. 5, derrière. Et 4, tac. 3, 2, on lève les hanches là, on pousse les fesses. Hop là. Emeline, le cours vient de se terminer. Un corps sain dans un esprit sain. On parle beaucoup de l'effet du sport sur la santé. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans votre programme, dans votre cours? Parce qu'on connaît les personnes. On connaît les personnes, on sait ceux qui les ont atteints. Donc en toute discrétion, on adapte le cours pour que tout le monde travaille, si possible, de manière homogène. Si elle a les bras qui ont été touchés, du moins le sein qui a été touché, donc le bras, lui, suit au niveau lymphatique, il risque de gonfler, elle ne pourra pas le lever jusqu'au plafond forcément, parce qu'il y a aussi les cicatrices qui créent des adhérences. Et quand il s'agit des ovaires, il faut faire attention avec les abdominaux. Gym après cancer, c'est de la gym adaptée à un corps malade. Dans cette gym, il y a plusieurs objectifs. On va dire, gérer son stress, récupérer une masse musculaire, être ensemble avec un objectif, se réconcilier avec un corps qui a lâché. C'est tout à fait ça, tout d'un coup, parce que lorsque l'annonce arrive, c'est vraiment quelque chose de foudroyant. C'est reprendre possession de son corps, et c'est pas parce qu'il a eu une faiblesse qu'il faut l'abandonner. Il faut le prendre avec ses faiblesses et l'aider à devenir plus fort. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, Emeline. Je vous en prie, merci. Ah. Voilà. Le ensemble, il est très fort. Hein, oui. Est-ce qu'on a envie de faire du sport quand on est malade? Oui. Non. On est tellement mal dans sa peau et dans sa tête qu'on a envie de se mettre dans un trou de souris. Mais justement, je crois que il faut passer au-delà
et le faire. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que ça nous fait un bien fou. On a connu ça, hein, des séances oui. de gym où on est obligé de se s'arrêter reposer parce qu'on peut pas. Voilà, après les chimies, on est fatigué, on perd nos globules blancs, donc il faut qu'on fasse attention. Mais ça nous fait du bien au niveau moral. Voilà. Quand il y en a une qui ne vient pas, eh bien on est toutes quand même à poser la question, comment va-t-elle? Qu'est-ce qui lui arrive? Si elle a un problème, on tâche d'aller la voir, de lui téléphoner. On n'est plus seul, c'est une seconde famille. Voilà, juste un petit peu. C'est pas grave si ça décolle pas. Le simple fait d'essayer, tu vas essayer de serrer. Là, c'est le genou qui est malade. Là, c'est la prothèse et forcément, c'est... Mais là, il n'y a rien sur les genoux. Ça bloque un peu. Élodie, bonjour. Bonjour. Alors ce programme Gym après cancer, il est né ici, dans les Alpes-Maritimes, et il se développe de plus en plus. Quels sont les résultats aujourd'hui évalués? Pour les personnes en traitement, l'activité physique, ça a été la seule chose qui a été reconnue pour lutter contre cette fatigue chronique induite par les traitements. Donc à une intensité minimum toujours, donc une personne qui vient 3 fois par semaine, au moins 1 heure, vraiment elle va avoir un impact sur sa fatigue, et en 2-3 semaines, on voit déjà que la fatigue diminue, qu'il y a une meilleure qualité du sommeil, et un plus grand tonus musculaire, etc. C'est un vrai complément au traitement? Ah oui, dans le sens où on va être plus apte après à subir ces agressions de la chimiothérapie, etc. Pour les personnes en rémission, le principal effet, c'est une diminution du risque de récidive. Et ça a été démontré maintenant scientifiquement. Et pour les cancers du sein, on est même sur certains articles, 80% de diminution de risque de récidive pour les femmes atteintes de cancer du sein. On favorise la longévité. Merci Élodie. Merci à vous. En nous Claudia Schiffer, en nous Paul ou Solidaire, oh le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mouquette du ciel des bas. Nice qui innove en matière de pratique sportive, Nice qui innove avec un nouveau stade. Les Niçois l'attendaient depuis presque 20 ans. Il va finalement être construit dans le cadre du championnat d'Europe de foot qui aura lieu en France en 2016. Visite d'un chantier hors norme. De loin, on dirait un nid d'oiseau. En 2016, il accueillera la Coupe d'Europe de foot. Avec ses 35 000 places, le nouveau stade de Nice est aussi le premier écostade de France. Découverte des coulisses d'un chantier titanesque. Julia Mille, bonjour. Bonjour Julie. Alors le voici, ce nouveau stade niçois. Vous faites partie des 7 architectes qui travaillaient ici sur ce projet colossal. Un chantier qui a débuté en août 2011 et qui sera livré en août 2013. 2 ans de travail acharné. C'est un chantier colossal. 80 000 mètres cubes de béton, 9 000 tonnes d'acier, une charpente impressionnante en bois et métal. Une sorte de nid d'oiseau posé au milieu des collines. Et puis il a une forme de chaudron aussi donc, dans l'enceinte même du stade, donc, qui permet d'avoir une très bonne visibilité de tous les gradins. C'est un jeu de transparence aussi entre l'extérieur et l'intérieur, une ouverture sur la ville. C'est aussi un écostade puisque, comme dans beaucoup de constructions contemporaines, vous avez souhaité inclure de l'écologie. Tout à fait, donc, parce qu'il fait partie de l'éco-vallée. Et c'est un stade à énergie positive. C'est un stade qui produit plus qu'il ne consomme. On a d'abord une centrale photovoltaïque en toiture. C'est 8000 m² de panneaux photovoltaïques, donc ce qui est quand même énorme. Ensuite, on a une récupération des eaux de pluie qui va servir à alimenter la pelouse et les besoins en eau lors des matchs, lors des événements. On a aussi donc cette fameuse charpente en bois qui réduit l'empreinte carbone. Et on pourra donc découvrir les premiers matchs de l'OGC Nice à la rentrée prochaine, ici dans le stade. Oui, c'est ce que nous espérons, ouais, exactement. Merci beaucoup Julia. Allez, pour finir cette émission dédiée au sport, il fut champion de France de moto dans les années 70 avant de s'engager en politique. Rencontre avec le député maire de Nice, Christian Estrosi.
Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. Alors quand on regarde le sport de haut niveau, la Côte d'Azur est en très bonne place, 3e sur le podium des athlètes de haut niveau. C'est un bon vecteur de communication? Eh bien d'abord, le sport de haut niveau, à travers ses meilleurs athlètes, constitue toujours de formidables locomotives pour les nouvelles générations. Regardez Yannick Agnel, Camille Muffat, Anna Santamans, Clément Lefebvre, qui ont ramené 9 médailles olympiques depuis Londres à la ville de Nice. J'ai de nombreux athlètes aussi que je recrute, notamment à la fin de leur carrière sportive. Je pense à Valérie Nicolas en handball, je pense à Christophe Pina en karaté, à bien d'autres encore. Et que j'envoie dans les écoles primaires pour sensibiliser au sport. Et lorsqu'on rentre à la maison en disant papa, maman, voilà, j'ai envie de jouer au hand, au foot, au basket, eh bien il faut savoir que la ville de Nice est sans doute la seule en France à prendre à sa charge pour toutes les familles qui ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu gratuitement les licences pour accéder à un club. Alors là, on est sur le stade amateur de l'OGC Nice, justement, fraîchement rénové. Mais le grand projet du moment, c'est le nouveau stade. Les Niçois l'attendaient depuis longtemps. Il arrive à la rentrée prochaine. 35 000 places et 245 millions d'euros. C'est pas un peu cher payé? Alors d'abord, ça n'aurait pas de sens de faire de grands équipements si je ne faisais pas des équipements de proximité. Et donc, vous voyez, ce terrain synthétique, j'en ai fait 15 comme ça depuis les 4 dernières années, dans tous les quartiers de la ville. C'est pas 250 millions d'euros, contrairement à ce que vous dites, c'est 204 millions. 204, avec un financement mixte et très particulier. C'est un partenariat public-privé qui fait que pendant 27 ans, grâce au naming que nous avons obtenu avec le premier groupe d'assurance mondiale, Alliance, qui donne son nom, avec les subventions de l'État, puisque nous sommes une des 9 arènes qui accueillera l'Euro 2016, avec les subventions du département, de la région et de la métropole, nous aurons à nous acquitter d'un peu plus de 5 millions d'euros par an, sans charge d'entretien, sachant qu'aujourd'hui, le seul stade du Rail qui est totalement désuet coûte environ 1,5 million d'entretien par an. Dans un autre registre, les rythmes scolaires vont évoluer. À la rentrée, certaines villes vont proposer plus de sport à l'école. Quelle va être la position de Nice? Moi, je suis de ceux qui, au plan national, ont toujours espéré que les rythmes scolaires, ce soit l'école le matin et le sport l'après-midi, ou la culture l'après-midi. À l'exemple de ce que fait l'Allemagne, par exemple. Malheureusement, les rythmes scolaires tels qu'ils nous sont proposés aujourd'hui ne nous conduisent pas dans cette direction. Christian Estrosi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Pour terminer cette émission, nous voici dans le jardin des arènes de Cimier, toujours à Nice. Ici, ils sont chaque semaine près d'une centaine de retraités à pratiquer librement la gymnastique douce. Et c'est ainsi que se termine notre balade en PACA. Et on l'a vu qu'il s'agisse de santé, de réinsertion ou de compétition. Ici, quand il s'agit de sport, la performance est loin d'être le seul but recherché. Moi, je poursuis mon cours de gym. On reste en contact sur notre compte Twitter. À très bientôt pour une nouvelle balade dans une France inattendue.